Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, nous vous emmènerons à Dubaï découvrir l'avancée du chantier de l'exposition universelle. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial Alexandra Pagny et le commissaire général du pavillon de Monaco, Albert Croesi. Le 27 mars correspond à la journée mondiale du théâtre. Nous évoquerons cette journée ô combien importante avec le directeur des affaires culturelles, Françoise Gamerdinger. Autre journée, autre signification, demain c'est le dimanche des rameaux. À quoi correspond cette fête et quelle est sa signification? L'abbé Christian Venard nous dira tout. Et puis nous reviendrons sur le succès de la Roca Team face à Podgorica en quart de finale de l'Eurocup. Une victoire qui lui permet encore d'espérer à une qualification en demi. Mais avant cela, je vous le disais en titre, direction Dubaï pour débuter ce journal. C'est à l'automne 2021 que l'exposition universelle ouvrira ses portes avec un an de retard sur la date prévue initialement. Sur place, le chantier avance progressivement. Le pavillon de Monaco est lui dans sa phase finale, comme a pu le constater Alexandra Pagny. Alexandra, vous êtes à Dubaï pour nous. Oui, Émilie, et il s'agit de la première exposition universelle à se tenir au Moyen-Orient. Vous le voyez derrière moi, le pavillon de Monaco, un pavillon recouvert de panneaux photovoltaïques. Je suis justement en compagnie d'Alexandre Boquillon. Vous avez effectué pas mal d'allers-retours pour préparer cette exposition universelle. Justement, quelles sont les différentes étapes pour en arriver là, à ce résultat ? Alors, ce sont des étapes déjà qui se mesurent sur 4 à 5 années. Tout d'abord, le pays hôte envoie une invitation diplomatique aux pays participants pour leur demander de venir. Suite à quoi, une fois la réponse positive donc de la principauté qui a accepté cette invitation, on peut passer à l'étape suivante qui est la nomination du commissaire général et ensuite la thématique du pavillon. Une fois ces premières étapes terminées, on arrive à décider et sélectionner la parcelle où sera construit le pavillon. Ensuite, il y a l'opération et pour terminer, on va dire le post-expo, la période juste après qui est la moins sympathique mais qui est aussi importante, le démontage. Nous devons rendre la parcelle qui nous a été remise par les autorités en état. Combien de mois ou d'années de préparation il faut pour monter un tel pavillon? Alors généralement 4 à 5 ans. Sur une expo universelle, on commence très tôt pour pouvoir avoir le cahier des charges qui va définir les différentes étapes que je vous ai citées précédemment. Et ensuite, il y a la partie opérationnelle qui arrive une fois qu'on termine la construction. Et là, on parle du personnel, on parle de la programmation, on parle des 6 mois, ouverts 7 jours sur 7, 12 à 14 heures par jour. Donc c'est beaucoup de travail et ça demande du temps. Ça demande beaucoup d'investissement. Merci beaucoup Alexandre. Merci. Et pour ma part, je vous propose de vous retrouver lundi, dans notre édition de lundi, pour une visite un peu plus détaillée de ce pavillon. Merci Alexandra. Et avant de découvrir votre reportage sur le pavillon monégasque, rejoignons Albert Croesi sur le site de l'exposition universelle de Dubaï. Bonsoir Albert Croesi. Bonsoir Émilie. Est-ce qu'en ayant un pied sur ce site, on se dit ça y est, c'est du concret? On se dit ça y est, c'est du concret, ça démarre et il ne faut pas tarder à se mettre en place parce que les choses ont avancé à vive allure et je me réjouis de voir arriver l'heure et le jour J. Et justement de voir que les choses avancent, que la date de l'événement est fixée. Est-ce que vous avez hâte, Albert Croesi? Oui, tout à fait. J'ai vu quand même le pavillon se concrétiser, des travaux qui étaient un petit peu abstraits parce que quand nous sommes à Monaco, on a beau travailler sur les plans, on a beau avoir les architectes en ligne, les entrepreneurs et tout ce qui s'ensuit, c'est bien. Mais d'avoir pu venir cette fois-ci et de me rendre compte du travail qui a été fait et de voir que nous touchons au but, c'est une grande satisfaction en effet. Alors on le voit, le pavillon monégasque est sorti de terre. Est-ce que le report d'un an de l'événement vous a amené à faire des aménagements supplémentaires? Non, pas forcément. Nous étions prêts déjà bien avant le report qui a été décidé l'an dernier pour les questions que l'on connaît. Ce que ça m'a permis de faire, c'est de trouver ici à Dubaï des endroits où nous pourrons très prochainement commencer la fabrication des barbes adjoints. Je suis d'ailleurs venu aujourd'hui avec le chef exécutif Philippe Joannès de la SBM et avec Manu Bouillet, mon ancien chef de la vieille période à Roca, où nous avons pu faire des essais de fabrication de barbes adjoints que nous commercialiserons par la suite dans le pavillon de Monaco. Donc le sujet est réglé. Voilà, cette année de report m'a permis de trouver ici des lieux pour fabriquer les barbes adjointes telles que je voulais qu'on les fasse, sans avoir à les fabriquer à Monaco et les payer par la mer,
comme j'aurais pu imaginer le faire l'an dernier. Ça, c'est un côté positif de la chose. Un dernier mot, Albert Croisi, sur le thème de l'exposition 2020 de Dubaï, qui lui n'a pas changé, connecter les esprits, construire le futur. Dans les grandes lignes, comment vous allez l'exploiter, ce thème, au pavillon de Monaco ? Eh bien, c'est exploiter ce thème de l'expo, mais c'est aussi exploiter le thème du pavillon Monaco, qui est Monaco 360. Parce que mon obsession a été de préparer une expo universelle qui va démontrer à qui nous visitera, et j'espère au plus grand monde, que Monaco, c'est une multitude d'activités. Ça ne se limite pas à un grand prix, un casino, comme trop souvent on a tendance à le penser, mais il y a des tas de choses qui se font à Monaco. Il y a la médecine, il y a de la science, il y a de l'art et de la culture, il y a de l'éducation, il y a de la sécurité. Voilà, d'où mon thème Monaco 360 que l'on va développer pendant les 6 mois de l'exposition universelle. Et on a hâte de découvrir tout ça. Merci infiniment Albert Croisi d'avoir été avec nous depuis le site de l'Expo 2020 Dubaï aujourd'hui. Merci infiniment Émilie, merci et puis à très bientôt. De retour à Monaco pour le reste de l'actualité avec vous, Sandrine Nègre. Bonsoir Sandrine, on débute avec des nouvelles de Charles Leclerc. C'est la rentrée et la reprise pour la Formule 1. Charles Leclerc est ainsi sur la deuxième ligne de la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn avec sa Ferrari. Après les essais qualificatifs, il décroche la 4e place. Le pilote monégasque et la Scuderia Ferrari veulent bien sûr faire remonter la position de l'écurie qui avait atteint le 6e rang en 2020. Un résultat à suivre ce dimanche donc. Autre information, Dominique Estrosi Sassone a été reçu au Conseil national. Stéphane Valéry et Dominique Estrosi Sassone ont échangé sur l'impact de la crise sanitaire pour Monaco et les Alpes-Maritimes. La présidente du groupe interparlementaire d'amitié France-Monaco au Sénat avait soutenu la principauté lors de l'épisode du décret en janvier dernier, limitant les déplacements des Monégasques et des résidents. Autre sujet évoqué, la mobilité pour faciliter l'accès des salariés pendulaires français en principauté. À l'ordre du jour aussi leur volonté respective de maintenir à Monaco une population stable d'enfants du pays. Et puis comme chaque fin de semaine, le gouvernement princier a fait le point sur la campagne vaccinale en principauté. Et oui, voici les chiffres. Nombre de personnes vaccinées, 10 829, soit l'équivalent de 28,50% de la population. Le nombre de personnes ayant reçu l'injection du rappel s'élève à 8 538. Des chiffres qui évoluent rapidement, vous l'imaginez, puisque la vaccination se poursuit sur le site du Grimaldi Forum. Merci Sandrine. On passe au sport et au basket. La Roca Team jouait son avenir européen vendredi soir à Ljubljana avec le match 2 des quarts de finale d'Eurocup contre Podgorica. Les joueurs du coach Mitrovic sont sortis vainqueurs d'un combat épique. Victoire 74-64. Le reportage sur place de Frédéric Elion. La donne était simple, win or go home, une victoire ou la fin de l'aventure européenne. Face à Podgorica qui avait remporté le match 1 grâce notamment à sa domination au rebond, la Roca Team a remis les pendules à l'heure en égalisant à 1 partout vendredi soir. Une victoire obtenue en gagnant justement la bataille sous le cercle, 44 rebonds dont 20 offensifs à 34. Coach Mitrovic lance le jeune Rudy de Maïs dans le 5 de départ qui va faire un gros boulot défensif sur Justin Cobbs. En attaque, le 5e meilleur scoreur d'Eurocup, Rob Gray prend les choses en main, 20 points pour lui au total. Monaco alterne bien jeu extérieur et intérieur, Mathias Le Sort 19,9 rebonds et l'autre grand bonhomme du match côté monégasque. Avec une belle activité au rebond offensif et une grosse défense, la Roca Team est en tête à la mi-temps, 37-31. Monaco va prendre 10 points d'avance dans le 3e quart-temps, mais Ivanovic 16 points et Cobbs 17 ramènent les Monténégrins au contact. À la fin du 3e quart-temps, tout reste à faire, plus 5 pour les rouges et blancs. L'entame de 4e quart-temps est parfaite, un 8-0 dans le sillage du duo Gray-Le Sort. Willy Reed 12 points et moins dominant que lors du match 1. La Roca Team remporte ce gros combat 74-64 et égalise à une victoire partout. On s'est battu comme des chiens ce soir. Je pense que c'est comme ça qu'on doit jouer sur l'identité de cette équipe. À chaque fois qu'on doit être sur le terrain, on doit jouer comme des chiens. On a fait quelques erreurs, mais on a réussi à corriger ça et à gagner ce soir. Je pense que la défense a été la clé. On les a limités à 64 points. Et je pense que si on joue encore comme ça, on met toutes les chances de notre côté. Absolutely proud. You see the huge roster of Budućnost and advantage in like we say about rebounding and our biggest problem on the first game
We're talking about protecting the rim, rebounding and everything. Tonight we really make huge difference. 20, I think, offensive rebounds, and they just can show how the player was really motivated, and I'm really happy how the guys are playing. This doesn't mean nothing, it's 1-1. As you see, unfortunately now without our fan, without Budućnost fan, home court is not advantage, and we really need to be ready for the game number 3. Ce soir, on a tous réussi à apporter quelque chose, tous les joueurs ont apporté leur pierre à l'édifice, et c'est ce genre de victoire dont on a besoin, ce genre de prestations collectives dont on a besoin. Oui, la Roca Team était dos au mur et a sorti un énorme match, véritablement dans le combat ce soir, un match de chien, comme l'a dit Mathias Le Sort. Il reste maintenant à finir le travail avec le match 3, ce sera à domicile à la salle Gaston Médecin mercredi. Et nous suivrons ce match avec attention. Ce 27 mars correspond à la Journée mondiale du théâtre, une journée célébrée à travers le monde alors que la culture est une des victimes collatérales de la crise sanitaire. Comment cette date va se traduire en principauté? Pour le savoir, nous avons contacté le directeur des affaires culturelles. Bonsoir Françoise Gamerdinger. Bonsoir Émilie. Ce 27 mars est une journée particulière pour le monde du théâtre. Oui, tout à fait. C'est sous l'égide de l'UNESCO. La Journée mondiale du théâtre se tient tous les 27 mars et c'est une grande fête de cette discipline. Et est-ce que la direction des affaires culturelles a prévu des événements pour célébrer cette journée mondiale? Normalement, c'est le Théâtre Princesse Grace qui accueille toutes les associations de théâtre pour une grande soirée de fête autour de scénettes, de pièces. Mais cette année, au vu des conditions sanitaires, mais également des travaux qui actuellement se déroulent et au Théâtre Princesse Grace et au Théâtre des Variétés, nous n'avons pas pu les accueillir, mais nous avons tenu à tout de même célébrer ce domaine artistique. Donc, grâce à vous, Monaco Info, nous allons pouvoir diffuser 2 pièces de théâtre, une qui avait été enregistrée au cours du Fort Antoine 2020, et donc qui s'intitule Les femmes de barbe bleue, et une seconde qui a été donnée au Théâtre des Muses et qui est donc une pièce jouée par Philippe Caubert et intitulée Martiaux. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette journée mondiale du théâtre, Françoise? Écoutez, pour moi, c'est une reconnaissance internationale de ce domaine. C'est une pensée et qui est très importante en plus actuellement pour les conditions des artistes qui ne peuvent jouer. Donc je pense que elle a encore plus son sens cette année. Et je pense aussi au premier artiste qui avait été un artiste français en 1962, à rédiger ce texte sur le théâtre, ce texte traduit internationalement, qui était Jean Cocteau. Et cette journée est vraiment importante pour l'expression et aussi pour avoir, je dirais, une réflexion sur la condition des artistes en ce moment. Oui, et le théâtre et plus globalement le monde de la culture a plus que jamais besoin de soutien aujourd'hui. Oui, alors c'est pour ça que aussi j'ai demandé à Monaco Info d'aller voir, d'aller rencontrer, et vous avez fait des reportages sur toutes les associations de théâtre qui œuvrent en principauté, parce que le domaine est très largement représenté, puisque bon, d'une part il y a disons le Théâtre National qui est le Théâtre Princesse Grace, mais nous avons 10 associations de théâtre qui œuvrent au quotidien pour la pratique, pour la diffusion des textes, et c'est pour vous dire combien c'est important pour notre pays et pour la culture en principauté que d'avoir cette diffusion de cette pratique artistique à tous les niveaux. Justement, Françoise Gamerdinger, vous parlez de ce reportage. Nous sommes allés à la rencontre de certaines de ces compagnies de théâtre en principauté pour savoir comment elles traversaient la crise. On se retrouve juste après. C'est long, c'est horriblement long d'avoir ce petit bijou ici qui sommeille en comparaison de l'activité extraordinaire qu'il a toujours connue. Un an que la crise sanitaire impacte le monde entier, un an qu'elle impacte le monde du spectacle, c'est difficile de garder la tête hors de l'eau. Cependant, le Théâtre des Muses et la Compagnie des Farfadets continuent d'avancer.
Heureusement, il y a des comédiens aussi, donc des élèves qui investissent les lieux pour organiser des répétitions. Nous avions prévu de travailler avec le lycée Albert Ier sur une création de 30 minutes autour de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. 3 représentations au lycée Albert Ier avec les élèves de première. Et ça a été un vrai bonheur de retrouver les planches et également le dialogue avec le public. Pour la compagnie Florestan, le plus dur est l'arrêt des rencontres, des échanges et des répétitions entre comédiens. En tant que comédien, si vous n'avez pas quelqu'un à qui donner la réplique, il est évident que c'est très difficile. On ne peut pas avancer. Donc nous attendons des jours meilleurs, en espérant que ce soit demain. Nous essayons de, comment dirais-je, de pousser tous nos comédiens qui, eux, ont envie de reprendre à apprendre des textes et puis à tenir bon. Espérant que des jours meilleurs sont à venir pour le théâtre. Parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Voilà pour ce reportage réalisé par Juliette Rappert, Françoise Gamerdinger, puisque nous parlons théâtre et culture. Un mot sur l'année qui vient de s'écouler. Quel bilan peut-on dresser pour la culture ? Alors pour la culture en général, on peut dire que nous avons été une sorte de modèle, ce dont je me réjouis. Que nous avons mis du baume au cœur à plusieurs artistes qui ont pu s'exprimer, que nous avons également offert au public des concerts, des pièces de théâtre, des expositions, et que donc personne n'a lâché, et c'est ce qui est important, et j'espère que nous allons pouvoir continuer, et nous sommes un signe fort pour l'ensemble du monde culturel, et je me réjouis que la principauté en ait eu l'initiative. Et puis vous avez participé à la relance, mais également à rendre la culture aussi plus accessible. Là, je fais référence à Culturez-vous. Oui, tout à fait. Alors ça a été une opération qui a connu un grand succès, et de par sa diffusion et de par les tarifs pratiqués. Mais je peux vous assurer qu'actuellement, puisque se déroule tous les week-ends le Printemps des Arts, le public est au rendez-vous avec des tarifs qui sont les tarifs habituels. Et tout le monde est là, et tout le monde remercie le gouvernement princier, les artistes, les directeurs de nos entités culturelles d'avoir tenu bon, parce que ce n'est pas tous les jours très facile quand il faut déplacer les horaires, accueillir différemment les artistes dans nos hôtels, organiser leurs voyages. On aurait pu baisser les bras et dire bon, c'est plus facile de regarder sur l'écran ce qui se passe ailleurs, mais ça se passe ici et c'est ce qui est important. Oui, vous avez bien raison. Merci beaucoup Françoise Gamerdinger d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup à vous, merci. Aujourd'hui est donc la journée mondiale du théâtre et demain, cela sera le dimanche des Rameaux. Avant de recevoir l'abbé Christian Venard pour nous détailler les origines et la signification de cette fête, je vous propose d'écouter un extrait du message de l'archevêque de Monaco, Monseigneur David, à l'occasion de ce temps fort de l'année liturgique. Chers frères et sœurs, je suis profondément heureux d'entrer avec vous dans cette belle, grande et sainte semaine. Pour nous conduire vers les sources vives du salut, le bon pasteur nous prend maintenant par la main et nous fait entrer dans sa Pâque. Puissions-nous marcher avec lui, puissions-nous aimer avec lui, puissions-nous offrir notre vie avec lui et avec lui passer de la mort à la vie. Bonne semaine sainte, belle fête de Pâques. Et rejoignons à présent l'abbé Christian Venard. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons d'entendre Monseigneur David. Quelle est la signification du dimanche des Rameaux ? En fait, c'est une messe très particulière pour les catholiques, puisqu'elle débute la Semaine Sainte, et le dimanche s'appelle Fête des Rameaux, parce que en ce dimanche, nous commémorons un passage de l'Évangile quand Jésus, au moment de la fête de Soukhot, c'est-à-dire à peu près une semaine, c'est la fête dans la tradition juive, c'était la fête qui marquait l'arrivée du printemps, le début des récoltes, et donc Jésus vient à Jérusalem, et là il est accueilli par une foule en liesse
qui, nous disent les évangiles, eh bien, remue des rameaux devant Jésus en criant « Hosanna » et Jésus arrive monté sur un petit âne et les gens mettent devant lui et des rameaux et des tapis pour son entrée triomphale dans Jérusalem parce qu'il est considéré par beaucoup de Juifs comme un grand rabbi, comme une personnalité qu'ils aiment beaucoup. Alors, depuis le IXe siècle, en Occident, on a pris l'habitude, à cette messe particulière, de débuter en faisant comme les Juifs de l'époque de Jésus. Nous faisons à notre tour une procession avec des rameaux. Alors, en général, ça débute à l'extérieur de l'église. Et puis, nous entrons en procession derrière le Christ. En quelque sorte, nous célébrons le Christ. Il se dit qu'autrefois, la fête des rameaux s'appelait le deuxième dimanche de la Passion. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous sommes entrés dans le temps de la Passion il y a quelques jours, donc dimanche de la semaine dernière. Cette semaine s'appelait déjà la semaine de la Passion. Et donc, en fait, ce dimanche des rameaux est à la fois un dimanche très joyeux, parce qu'on célèbre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et puis, la deuxième partie de la messe, avec les lectures en particulier, il va y avoir cette lecture de toute la passion de Jésus, donc de tout ce chemin qui amène Jésus jusqu'à la croix et jusqu'à la mort. Et avec cette lecture et avec ce dimanche dit de la Passion, deuxième de la Passion, nous entrons dans ce moment un peu terrible que nous allons vivre pendant toute la semaine sainte, jour après jour. Nous entrons dans ce moment particulier où nous suivons Jésus pas à pas dans ce qui va quand même le mener à la mort et pour son époque, la pire des morts qui pouvait exister, la mort sur la croix qui était réservée dans le droit romain aux pires criminels. Quel est le symbole de ce rameau, de ces palmes que l'on tresse ? C'est un symbole de vie. En fait, on prépare les palmes à l'avance en prenant des jeunes pousses de palmiers et on les prend de telle sorte et suffisamment tôt qu'elles ne deviennent pas vertes et qu'elles gardent, vous voyez, cette couleur que nous leur connaissons bien ici à Monaco, hein, des palmes tressées qui sont d'une espèce de jaune clair. Et donc, il y a un élément très joyeux derrière. Nous percevons déjà en même temps que pour aller véritablement jusqu'au bout du don qu'il veut faire de lui-même, il faudra qu'il passe par la mort. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'on est en train de fêter, c'est cet entremêlement entre la vie et la mort, mais dont nous, chrétiens, dans notre foi, nous croyons que c'est la vie in fine qui est en vainqueur, puisque avec la résurrection du Christ, c'est définitivement la mort qui est vaincue. Alors plusieurs messes auront lieu dans les différentes paroisses de Monaco pour permettre au plus grand nombre de fidèles de se recueillir, même en cette période de crise sanitaire. C'est l'occasion de rappeler que toutes les églises de Monaco, évidemment, sont, si j'ose dire, Monaco safe, c'est-à-dire respectent les consignes sanitaires voulues par le gouvernement princier, et elles les respectent si bien que, globalement, on arrive à peu près à accueillir tout le monde, même si, bien sûr, il a fallu un peu aménager les célébrations. Je pense en particulier à cette célébration traditionnelle et qui tient tellement à cœur aux monégasques et aux résidents, la célébration du Christ mort le vendredi saint, qui aura lieu cette année, elle aura lieu, mais dans une forme un petit peu particulière du fait de la crise sanitaire. D'accord. Est-ce que l'habituelle procession et la bénédiction des rameaux auront lieu aussi dans les rues de la Principauté ? Alors, les bénédictions des rameaux n'auront pas lieu comme habituellement à la sortie, ça se fait d'habitude avant d'entrer dans l'église, ça se fait sur les parvis, donc ça n'est pas autorisé à cause des questions sanitaires. Et une des formules prévues, c'est si on ne peut pas, pour différentes raisons, organiser une procession qui va de l'extérieur de l'église jusqu'à l'intérieur, alors il y a une formule qui permet de faire la bénédiction des rameaux directement à l'intérieur de l'église. Et pour ce dimanche des rameaux un peu particulier, puisque encore marqué par la crise sanitaire, c'est comme cela que ça aura lieu. Mais bon, nous sommes quand même, nous rendons déjà grâce, puisque par rapport à l'année dernière, c'est déjà beaucoup mieux, puisque l'année dernière, vous vous en souvenez, c'était fait avec on filmait les messes et on ne pouvait pas être présent dans les églises. Merci infiniment, Christian Venard, de nous avoir détaillé cette fête des rameaux qui annonce la Semaine Sainte en Principauté. Merci. Merci à vous et bonne fête de Pâques. On retrouve Sandrine Nègre pour un nouveau point sur l'actualité. Nous parlions culture tout à l'heure avec Françoise Gamerdinger. Les ballets de Monte-Carlo sont de retour en Principauté, Sandrine.
Les ballets de Monte-Carlo remonteront sur la scène du Grimaldi Forum pour poursuivre leur série de spectacles consacrés à Jean-Christophe Maillot du 16 avril au 3 mai. 3 ballets narratifs, grand format, du 16 au 18 Coppelia, du 22 au 24 Lac et enfin le 30 avril, les 1er, 2 et 3 mai à 14h, Le Songe. Une information pratique à présent pour les enfants et surtout leurs parents. Les réservations des journées au centre de loisirs Prince Albert II pour les prochaines vacances scolaires seront ouvertes dès lundi 29 mars jusqu'au vendredi 9 avril via l'espace en ligne au lien loisirs.denjs.gouv.mc, espace citoyen. N'hésitez pas à contacter le centre via espaceloisirs@gouv.mc si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter ou pour réserver. Et enfin, la littérature est bien évidemment à l'honneur à la médiathèque de Monaco, mais pas seulement, Sandrine. Et oui, la philosophie aussi. La preuve, le 7 avril à 16h, Joseph Cohen et Raphaël Zaguri-Orly, membres fondateurs des rencontres philosophiques de Monaco, aborderont la pensée d'Heidegger, développée dans leur ouvrage L'adversaire privilégié. Ils liront des extraits choisis. Échanges et séances de dédicaces sont aussi au programme. Réservation au 93 15 29 40. Merci Sandrine. Et bien justement, restons à la médiathèque de Monaco pour découvrir le coup de cœur de la semaine. Sur quel ouvrage s'est porté le choix de Céline Sabine? Réponse avec la chronique littéraire. Cette semaine, je vous présente le premier roman de Karine Joachim. Nos corps étrangers met en scène Stéphane et Elisabeth. Ils décident de quitter Paris pour s'installer dans une grande maison en région parisienne, dans l'espoir de reconstruire leur couple, suite à l'aventure extra-conjugale de Stéphane. Depuis cette trahison, Elisabeth souffre de graves troubles alimentaires et Stéphane l'encourage à se remettre à la peinture, sa passion, afin de retrouver la joie de vivre. Leur fille Maëva, 15 ans, est quant à elle furieuse de ce départ imposé et elle vit très mal son arrivée dans son nouveau collège, jusqu'à ce qu'elle rencontre Richie, un collégien grand, athlétique, mais qui fait bien plus que son âge. Loin de remédier aux problèmes du couple, leur emménagement dans cette petite ville et les rencontres qu'ils vont y faire vont les conduire, ainsi que leur fille, jusqu'au point de non-retour. Sans vous dévoiler davantage l'intrigue et les rebondissements, je préfère vous laisser découvrir ce roman qui détaille les failles, les fêlures de ce trio familial et avance crescendo jusqu'à un final inattendu. Un roman écrit au scalpel, dont on ne peut sortir indifférent, car nous pourrions tous ou toutes être cet homme, cette femme, qui, pour bâtir un bonheur de façade, ont mis de côté leurs désirs réels, se sont oubliés jusqu'à sacrifier leur corps et accepter leur souffrance. Karine Joachim révèle ici un véritable talent d'écriture, mais aussi une analyse juste et fine des relations amoureuses et surtout des blessures profondes dont nos corps sont bien souvent l'expression. Et retrouvez le premier roman de Karine Joachim, Nos corps étrangers, ainsi que d'autres ouvrages à la médiathèque de Monaco. Un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de dimanche, Sandrine ? Dimanche, un temps printanier s'installe sur la Riviera, y compris la Principauté. Grand ciel bleu, quasiment aucun nuage. Température agréable surtout dès la mi-journée avec 16 degrés. Pour ce dimanche des rameaux, les Gontrans seront à l'honneur. Mais avant de profiter de cette journée, pensez à cette nuit. Nous changerons d'heure, nous passerons à l'heure d'été. Il faudra avancer nos montres. À 2h du matin, il sera en fait 3h. Un passage qui date de 1976 pour réduire les dépenses d'énergie suite au gros choc pétrolier du début des années 70. Merci Sandrine et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info et merci d'être toujours aussi nombreux pour faire vivre le réseau Malizia, réseau qui a fêté cette semaine ses 1 an. Nous vous proposons justement ce soir de voir ou revoir les meilleures vidéos qui ont été partagées sur ce groupe. Aujourd'hui, on est déconfinés, masqués. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon masque, vous ne voyez pas ce que je fais, Aujourd'hui, rien n'est permis. Mathéo joue les voisins et Diego joue le tiers. Voilà. Attention. 9, rouge, impair, manque les orphelins. Et on a fait
un trou, donc personne n'est payé. Voilà pour ce best-of du réseau Malizia sélectionné par Mélanie Biancheri. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs pour partager vos photos et vos vidéos. On se quitte en images avec les plus beaux clichés de Manuel Vitali sur la victoire de la Roca Team face à Podgorica en Eurocup. Nous suivrons d'ailleurs la belle mercredi à la salle Gaston Médecin. Quant à nous, on se retrouve demain pour le best-of de la semaine. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.